Bonjour à tous. Je demande aux participants de la nouvelle table ronde de s'installer. Donc, cette dernière conférence avant le déjeuner est dédiée à l'Afrique, plus précisément à la ville inclusive africaine, en tout cas à son devenir. Nos invités, Madame Mariam Sy Diawara, qui est canadienne de Côte d'Ivoire, qui nous arrive là de Côte d'Ivoire, qui est une personne, c'est une multi-entrepreneur, avec un E, comme on dit maintenant, et dans quelques jours, elle est la fondatrice aussi de l'Africa Web Festival, qui va se tenir dans quelques jours. Donc elle nous parlera de sa manière de voir l'Afrique, et ces deux mots-clés, je crois, c'est l'entrepreneuriat, ça ne nous étonnera pas, et la jeunesse. À sa gauche, M. Nouman Ferry, ancien ministre tunisien des TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Donc on ne s'étonnera pas qu'il mettra l'accent sur toute la révolution numérique et ce qu'on peut en attendre pour la jeunesse aussi et aussi pour les villes. À la gauche de M. le ministre, M. Patrick Klugman, qui est maire adjoint à la ville de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie. Il nous parlera au moins 2 exemples de coopération de la ville de Paris avec l'Afrique et aussi d'une vision plus large qui est celle de la coopération internationale des maires, puisque Madame Hidalgo à Marrakech, il y a quelques jours, justement, lancé un appel en ce sens. Près de moi, Monsieur José Munoz, qui est directeur délégué Euromed, donc ça inclut évidemment l'Afrique du Nord, Euromed de Suez Environnement, qui lui aussi, c'est un peu le praticien de l'étape, puisque avant le numérique, évidemment, qui est très important, il y a aussi les besoins élémentaires à satisfaire, l'eau, l'électricité, etc. Et puis, monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, qui a été président d'Africa France et qui est maintenant toujours co-président d'Africa France avec monsieur Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Alors, Africa France, M. Zinsou nous en parlera, se veut un réseau social d'entreprises. Donc c'est un peu le mot-clé de leurs objectifs. Un réseau social d'entreprises, ça veut dire tout simplement aussi la création d'emplois, l'inclusion, et donc quelque part la ville inclusive. On va d'abord passer la parole à Madame Mariam Sy Diawara. Mariam, vous allez nous parler de votre Afrique, comme vous la voyez. Qu'est-ce que c'est l'Afrique aujourd'hui ? Comment vous la voyez au travers de tout ce que vous faites pour la jeunesse et aussi l'entrepreneuriat. À vous. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci à la ville d'Abidjan et à la ville de Paris et à tous les organisateurs de ce sommet. Effectivement, c'est quoi l'Afrique aujourd'hui ? L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent jeune, très jeune, avec des leaders étonnants et insoupçonnés, avec des femmes plus volontaires et entreprenantes, avec une jeunesse bourrée de talent et d'imagination, et surtout avec des populations qui ont un savoir-être superbe. Comment l'Afrique devrait-elle utiliser tous ses talents pour arriver à une meilleure solution et durable face aux enjeux que pose la ville inclusive? Mes constats. Dans les années 90, j'ai eu à créer des revues pour jeunes, des fondations d'entrepreneuriat, des clubs entrepreneurs dans les écoles, des salons jeunesse, et puis maintenant Africa Web Festival. Avec l'expérience, j'ai compris que par la proximité avec les gens et la neutralité dans les enjeux de la nation, qu'on avait plus facilement l'écoute des gens et qu'ils s'appropriaient plus aisément les projets qu'on leur apporte. Une preuve en est Africa Web Festival, qui est cette plateforme de discussion dont vient de parler Alfred, d'information, d'éducation, de formation et d'affaires au numérique que nous avons créé il y a 3 ans et qui a atteint une envergure internationale. La ville de demain. En ce qui concerne l'avènement des villes, je pense que l'Afrique a un grand avantage. Elle n'a pas besoin d'inventer la roue.
Elle doit capitaliser sur les erreurs et les réussites de l'Occident tout en tenant compte de sa spécificité. Il ne faut pas oublier surtout d'intégrer l'identité commune que les pays africains ont, à savoir la convivialité, la spontanéité, la qualité de vie et la chaleur humaine, même si ces villes-là ont leurs différences. Quels défis s'opposent à nos gouvernants? Pour la mise en place des solutions pour cette urbanisation galopante, un défi de taille se pose aux gouvernants. Comment collaborer avec tout cet écosystème de talents qu'ils ont sur la main et qui travaillent chacun de son côté. 2, comment intégrer toutes les forces vives dans la solution des problèmes. Quoi faire? À mon avis, c'est comment rapprocher ceux qui font les plans pour un avenir meilleur de toutes ces masses d'anonymes qui font leur part dans la solution des problèmes pour que les villes soient faciles à vivre, qu'elles soient résilientes et durables pour tout le monde et surtout pour les pauvres, les enfants en difficulté, les sans-emploi, les handicapés et les malades. Comment aider les gouvernants à mieux adapter leur discours aux populations pour que celles-ci s'approprient les projets et soient partie prenante des décisions? Et surtout, comment fabriquer des facilitateurs, comment devenir des facilitateurs entre les gouvernants et les populations? Pour ma part, la solution viendra de l'entrepreneuriat ou vient de l'entrepreneuriat. Il est clair que le véritable levier de transformation des villes face à l'urbanisation galopante reste les citoyens, notamment les jeunes et les entrepreneurs. Ils doivent s'approprier leur espace de vie et les façonner de sorte qu'ils soient favorables à l'emploi, au commerce, à l'industrialisation et au développement global humain. Nous, à Africa Web Festival, nous avons compris que l'entrepreneuriat est l'un des outils les plus puissants d'inclusion des jeunes dans la croissance économique générée par les villes. On ne doit pas oublier la culture aussi, M. Zinsou-Lessay, lui qui a une fondation des arts. La culture ne doit pas être négligée car les villes doivent ressembler à ceux qui l'habitent et surtout refléter leur culture. On dit souvent que l'Afrique a besoin de beaucoup de moyens financiers pour résoudre ces problèmes. C'est vrai, mais vu la situation actuelle. Mais moi, je pense que si l'Afrique utilise les moyens qu'elle a, c'est-à-dire les jeunes talentueux, innovateurs, tous ces bénévoles et bienfaiteurs anonymes, si les gouvernants parlent aux populations un langage qu'ils comprennent, il y aurait sûrement les moyens de réussir cette émergence, comme on dit en ce moment en Afrique. Les populations auraient des comportements meilleurs et durables. Et à mon avis, je pense qu'il s'agit plus de rapprochement et de compréhension entre gouvernants et gouvernés. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, moi je suis partie hier d'ici tout en joie. Après avoir écouté tous ces patrons expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils rêvent de faire. Maintenant, ce que je peux dire à tous les investisseurs ici, c'est oser l'Afrique. Avec les idées que vous mettez en place maintenant, non seulement vous oserez faire des affaires juteuses, mais elles seront durables. Je suis prête à accompagner et à coacher. En plus, si vous venez investir en Afrique, vous bénéficierez de ce savoir-être dont seule l'Afrique a le secret. Et cerise sur le gâteau, vous vous sentirez utile. Et c'est ce que je vois en ce moment, c'est ce que recherchent les investisseurs. Car quand on investit en Afrique, non seulement on gagne de l'argent, mais on a aussi la satisfaction d'avoir été utile, d'avoir impacté la vie des gens. Merci. Merci Mariam. Mon micro, vous m'entendez? Merci Mariam. Alors, oser l'Afrique, investir en Afrique, ça c'est un discours qui va beaucoup plaire à Lionel Zinsou, mais on ne va pas lui passer la parole tout de suite. On va la passer à monsieur le ministre Nouman Ferry parce que vous avez beaucoup parlé du comment faire, comment rapprocher gouvernants et gouvernés, comment faciliter
toute chose. Et M. Ferry, justement, en tant qu'ancien ministre d'éthique, a beaucoup d'idées sur ce que peut apporter la révolution numérique. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir réunis. On sait tous qu'on est dans une période charnière de l'humanité où il y a une révolution qui s'appelle la révolution digitale qui va changer beaucoup de choses. Il y a le premier constat par rapport à nos jeunes, c'est que nos jeunes sont du 21e siècle. Ils vivent le 21e siècle, ils réfléchissent avec les outils et les technologies du 21e siècle et l'ont intégré dans leur comportement de tous les jours et même dans leur imagination. Alors très souvent, les dirigeants que nous sommes les écoutent avec les oreilles du 20e siècle. Même si on essaye de les accompagner, on les écoute quand même avec nos oreilles du 21e siècle. Et très souvent, on leur répond avec des lois et des institutions qui viennent du 19e. Et peut-être des moyens de l'écriture, du papier, du Moyen-Âge. Et donc, il y a un gap énorme entre nous et les jeunes. Et ceux qui vont construire notre avenir, c'est eux. Nous simplement, nous balisons le chemin pour qu'ils puissent le construire. Il est inutile de vous dire que dans cette révolution digitale, que le changement de comportemental, notre changement de notre vie de tous les jours, le taux de changement d'ici 5 ans, il sera autant que les 50 ans qui sont passés, parce qu'on est dans une courbe exponentielle et on est à une période extrêmement intéressante, une période d'inflexion, un point d'inflexion de l'humanité. Et dans 5 ans, on changera autant dans les 50 ans qui sont passés. Et inutile de vous dire que dans nos villes, les gens vivront beaucoup plus longtemps, parce que la médecine préventive, dans quelques années, quelques décennies, aura compris comment faire vivre les gens plus longtemps avec le développement du digital, et on aura des gens qui vivront plus longtemps dans nos villes, et les life expectancy, l'espérance de vie sera de quelques dizaines d'années de plus. Moi, je l'ai vécu dans mon pays. À l'indépendance, l'espérance de vie, elle était de 47 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. Donc, franchement, et cette courbe va continuer. Inutile de vous dire que dans quelques décennies, il y aura plus de voitures qui rouleraient tout seuls que des voitures avec chauffeur. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le parking, parce que les voitures peuvent nous déposer et aller se parquer n'importe où. Qu'il y aura tellement de changements, et que nous, c'est comme si on doit préparer une ville pour des gens avec un comportement qu'on ne connaît pas. Il y aura, et tout ceci sera alimenté et accéléré par les objets connectés, les objets qui décident à notre place parce qu'ils nous épargnent cet effort de décision, les big data, etc. etc. Donc en Tunisie, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est un problème, il faut construire quelque chose pour un avenir qu'on ne connaît pas. On a considéré ce changement comme une marée. Je dirais même plus qu'une marée, c'est un tsunami. Un tsunami qui va venir, un tsunami dans le mauvais sens, dans lequel il y aura des métiers qui vont disparaître. 2/3 des métiers que nous connaissons aujourd'hui, dans 20 ans, n'existeront plus. Par contre, un tsunami porteur d'espoir, parce qu'il y aura tellement de nouveaux métiers, la majorité basée sur la technologie, mais il y a tellement de nouveaux métiers qui donnera l'espoir à nos jeunes, et ils rentreront dans des mondes qu'on ne connaît pas. Donc on s'est dit, on va construire la Tunisie 2.0, ou l'Afrique 2.0, ou le monde 2.0, la Méditerranée et l'Europe 2.0, sur des piliers. Comment on va construire une maison sur des pilotis? Et ces piliers, bien sûr, il y a les piliers humanitaires, démocratie, etc. Mais nous, le premier pilier, c'est l'inclusion. Il faudrait, comme pour toute famille tunisienne, et bientôt africaine et européenne, le gouvernement doit délivrer l'eau et l'électricité, il doit délivrer Internet. Nous sommes prêts à financer, et on a d'ailleurs dans notre plan de développement, que chaque famille tunisienne aura Internet haut débit. Ceux qui peuvent
ceux qui peuvent le payer le payeront, ceux qui ne peuvent pas le payer, eh ben on subventionnera Internet, puisqu'il vaut mieux subventionner Internet que subventionner le sucre, par exemple. Le deuxième pilier, je vais être rapide, le deuxième pilier serait le pilier de l'égalité des chances. Il n'y a plus de raison aujourd'hui qu'un Africain né à Tunis, à Abidjan ou dans le village à côté, ou à Paris, ou à New York, qui n'ait pas la même chance d'éducation, parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut le faire. Donc le deuxième pilier, c'est l'égalité des chances à travers l'école numérique. Et quand je dis école numérique, ce n'est pas qu'une connexion à une tablette, c'est le contenu, c'est la formation des instituteurs, etc., etc. Le troisième pilier est le pilier de la transparence et l'efficacité. L'administration doit laisser les gens travailler plutôt de contrôler les gens. Et donc on s'oriente vers, d'ici 2020, une administration zéro papier. Et le quatrième pilier étant le pilier des lois. Comme je vous ai dit, les lois, il va falloir les changer, les adapter au XXIe siècle. Sur ces 4 piliers, nos enfants construisant sur une nouvelle plateforme, une plateforme que nous ne connaissons pas, mais on sait qu'elle sera basée sur les fintech, les financial technologies, sur les Internet of Things, sur l'industrie des jeux, sur la technologie. Nous, tout ce qu'on doit voir, c'est de s'assurer que ces piliers sont là et que l'écosystème de start-up que Mariam vient de dire existe et florissant, et qu'il est connecté à travers non seulement toute l'Afrique, mais l'Afrique et le monde. C'est notre plan de développement d'ici 2020. Bravo, merci. Très bien. Monsieur le ministre, je voulais saisir l'occasion de votre intervention pour signaler, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'excellence de l'informatique tunisienne et aussi la belle réussite de l'Alliance numérique franco-tunisienne qui existe depuis 3 ans, qui fonctionne en binôme avec une entreprise française, enfin plusieurs entreprises françaises et tunisiennes, et grâce à quoi nous gagnons des marchés, y compris en Afrique. Tout à fait. Et je dois rajouter qu'on a fait maintenant un trio entre la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la France dans le même sens. D'accord. Donc on est à la version 2 déjà. Je pense que ça va encore inspirer monsieur... Ça va encore inspirer M. Zinzou, mais nous allons passer la parole à M. José Munoz, qui est le directeur délégué Euroméditerranée, donc qui inclut l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ou le Proche-Orient, de Suez Environnement. Et comme je le disais tout à l'heure, M. Munoz, vous êtes le praticien d'État, parce que avant d'avoir la possibilité de fournir du numérique, il faut tirer des câbles. Pour faire des villes inclusives, il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Je vous laisse la parole. Merci bien. Merci à tous les participants qui, à une heure avancée de la matinée, vont nous écouter et participer à nos réflexions. L'Afrique, depuis plus de 150 ans, fait partie de nos gènes chez Suez. Son nom déjà est tout un processus. Et pour nous, il n'y a pas de développement, d'inclusion, de développement, s'il n'y a pas une goutte d'eau qui permette à la vie, sous toutes ses formes, de proliférer. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure, cher ami, sur les problématiques d'attractivité liées à la productivité de l'eau et des déchets. Suez est aujourd'hui une entreprise de 80 000 personnes dans le monde, dédiée véritablement à l'intérêt général, dédiée au bien-être humain, au travers des réseaux qu'elle implante, des équipements d'eau, de l'organisation, de la maintenance, de la gestion des villes, des collectivités locales, mégapoles et métropoles du monde entier. Différentes réflexions sont venues au fur et à mesure des journées importantes et des heures importantes qui viennent de se dérouler dans ces lieux magnifiques de la ville de Paris. La première concerne une interrogation. Et cette interrogation, on y revient,
c'est la base des investissements dédiés à, avant même le numérique, à la réalité de stress hydrique autour de la Méditerranée, et notamment évidemment sur l'Afrique, des problématiques de développement très importantes des densités de population qui n'ont pas encore accès à l'eau, à l'assainissement, où la gestion des déchets ne se fait que par enfouissement sans contrôle. Et nous, notre rôle, depuis plus de 100 ans, c'est d'accompagner, d'aider, de préparer les organisations à ces investissements nécessaires pour permettre l'attractivité de chaque pays, de chaque métropole autour de la Méditerranée et surtout, et on le voit de plus en plus, au travers de l'Afrique, qui est un élément déterminant dans les conceptions de réflexion et de stratégie à venir. Nous avons à peu près 4 à 5 000 personnes qui sont des ingénieurs, pas français, qui sont des ingénieurs qui ont été formés par les campus et les liens universitaires que nous avons avec les universités africaines et pour lesquels nous sortons avec des gens tout aussi formés qu'en France ou à l'Europe du Nord dans les domaines technologiques très compliqués que suppose la gestion de l'eau. Je voudrais, et c'est un petit clin d'œil à M. Senzou, dire qu'un rapport de l'OCDE vient de paraître qui annonce que les problématiques de développement durable qui ont été évoquées depuis Copenhague nous amènent à un besoin d'investissement mondial dont presque 50% sont représentés par l'Afrique, de 90 000 milliards d'euros d'investissement nécessaires pour justement soutenir cette évolution démographique qui va poser évidemment de vrais sujets à l'ensemble du monde et dans lequel nos jeunes, nos enfants doivent être préparés et nous devons les préparer à avoir non seulement de l'informatique, des réseaux numériques, mais aussi, s'il n'y a pas d'eau et d'assainissement, s'il n'y a pas d'attractivité et de développement couvrant ces densités, s'il n'y a pas de ressources d'autosuffisance des villes par rapport à cette augmentation, explosion démographique, on ne pourra pas véritablement permettre à tous nos enfants, à nos universitaires, à nos entreprises de pouvoir se développer. 90 000 milliards, j'ai voulu citer ce chiffre de l'OCDE par rapport aux 100 milliards que Copenhague avait introduit comme un objectif de développement des investissements. 100 milliards. Mettez-le par rapport à ce chiffre et vous verrez qu'on est quand même très très loin des besoins d'investissement nécessaires qui vont augmenter avec les problématiques climatiques qui sont celles, en effet, des effets d'une cause que les États n'ont pas voulu gérer. Je voulais dire ça parce que, pour moi, les éléments de développement humain, d'inclusion et de développement ne peuvent se faire véritablement que si, et M. le ministre le citait, si les organisations, qu'elles soient publiques ou privées ou mixtes, s'organisent entre elles dans l'administration, dans la fiscalité, dans la taxation, dans la responsabilité, et qu'elles permettent véritablement à tous ces pays-là de pouvoir nous présenter, nous, Européens, des références, pouvoir nous dire que l'Afrique est un pays extraordinaire, avec des cultures et des sensibilités très très importantes dans notre vie. On parlait de culture, j'en suis très sensible, parce que pour moi, l'évolution qui s'est faite à Johannesburg à partir de 2002, considérant qu'après les 3 piliers, le 4e pilier était la protection des diversités culturelles et la culture, est un élément sur lequel Suez, évidemment, réfléchit, approche, appuie par ses petits mécénats à gauche et à droite de nombreux acteurs
qui font partie justement de cette inclusion de la ville. Merci. Merci Monsieur Munoz. Vous avez parlé on va dire, de l'action de Suez au-delà de son métier. C'est une action à laquelle contribue, enfin à sa manière autre évidemment, la ville de Paris. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Marrakech pour la COP22. J'ai écouté une intervention de Madame Lamer. Elle appelait, il y avait M. Khalifa Sall, maire de Dakar, notamment dans le panel, et elle appelait les maires d'Afrique à rejoindre les organisations internationales, notamment celles qu'elle anime, dont elle est présidente d'ailleurs, l'AIF, je crois, et puis la C40 depuis peu. Alors, Monsieur le maire adjoint, Patrick Klugman, vous êtes donc maire adjoint aux relations internationales et à la francophonie. Dans le mémo que vous m'avez adressé, il y avait deux exemples, l'un à Casablanca, l'un à Bamako, dans lesquels la ville de Paris est impliquée dans son action, et puis aussi un regard plus large sur la coopération qui peut être portée par la ville de Paris. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu tout ça, s'il vous plaît? En 2 minutes, ça va être court, mais on va s'y efforcer, on va s'y atteler. Simplement, en prenant appui sur ce qui a été dit auparavant à cette table, il y a des choses qui changent dans le monde, et ce qui change dans le monde change avec beaucoup plus d'évidence et de force en Afrique qu'ailleurs. Et il est, je crois, faux de croire que l'Afrique et les grandes métropoles africaines ou les grandes villes africaines connaîtront un développement long et lent comme celui que nous avons connu dans les villes occidentales ou européennes. Et donc il y a une fulgurance qui font que ces métropoles accèdent directement quelque part, parfois à des stades de développement, sans être passés par les étapes intermédiaires que nous avons connues. Donc tout ça est à la fois formidablement créateur et formidablement disruptif. Bien. Par exemple, dans beaucoup de villes africaines, on a un accès à des services via son téléphone mobile auxquels nous, citadins européens, n'avons pas du tout accès. Le télépaiement est beaucoup plus développé. Et il y a par ailleurs, dans certaines sociétés africaines, des modes d'organisation, notamment du commerce, qui sont beaucoup plus finalement mobiles et beaucoup plus intéressantes que des structures très figées comme nous les connaissons. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a un autre phénomène qui celui-là est mondial, c'est que les jeunes ne préparent pas du tout le futur. Les jeunes, aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, construisent le présent. Et si vous regardez les principales capitalisations boursières dans le monde, Facebook, Google, etc., ce sont des entreprises qui ont été fondées par des gens qui avaient même pas 20 ans et qui aujourd'hui ont moins de 40 ans. Ce qui veut dire que c'est la première fois que les jeunes ne font plus comme dans la Marseillaise. Vous entrerez dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Les jeunes aujourd'hui, ils ont accès directement à l'information, à l'innovation, à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Et vu que le continent le plus jeune est l'Afrique, vous imaginez ce que ça bouleverse dans cet espace-là. Bon. Alors, nous avons un lien très fort avec les villes africaines. D'abord dans un cadre qui est la IMF, l'Association internationale des villes francophones, des maires francophones, qui est une association qui avait été créée quand Jacques Chirac était maire de Paris et qui a connu la même évolution que les villes. Et aujourd'hui, la IMF, c'est un espace de discussion, de solidarité, de projets extrêmement concrets. Et par exemple, nous avons, avec la IMF, rénover un quartier précaire de Casablanca en permettant avec une société l'accès à la distribution de l'eau et la réfection d'un réseau de transport. C'était un budget qui était modeste, c'était 1 200 000 € au regard d'investissement d'infrastructures, mais cela a permis, en fait, ça a totalement bouleversé la vie d'un quartier et donc la vie de la métropole de Casablanca. C'est un exemple de coopération concrète. Nous en avons, nous, un autre à travers la ville de Paris, qui est le projet sur la santé et la cartographie de la santé à Bamako et Ouagadougou, où nous avons tout simplement aidé nos partenaires à cartographier ce qui existe en termes de centres de santé primaire, d'initiatives privées, publiques, pour simplement savoir où investir les moyens, les efforts,
faire des entreprises de formation sur près de 900 personnes, et ça bouleverse la santé avec, encore une fois, des moyens assez modestes, de près de 3 millions de personnes. Ce sont des exemples de coopération. Et pourquoi Paris est bien placé? Pas parce que nous sommes quelque part la ville de la France, mais parce que Paris est totalement intégré dans ce mouvement de métropolisation du monde, où les États sont des êtres un peu empesés, un peu trop grands pour pouvoir interagir avec précision et pour pouvoir emmener les populations avec elles. Les villes ont le contact permanent, immédiat et instantané avec les populations, les quartiers, à un moment où chacun va avoir son mot à dire sur l'aménagement de son pas de porte, de sa rue, de son quartier et de sa ville. Et dans ce mouvement de métropolisation qui impacte l'Afrique plus que nulle autre zone géographique dans le monde, Paris étant une métropole totalement intégrée dans la métropolisation, c'est pour ça qu'on a un dialogue permanent extrêmement riche. Mais, et je m'arrêterai là, pour nous en fait, on apprend quasiment plus que l'on ne donne, parce que, encore une fois, ce sont des zones qui changent plus radicalement et plus rapidement que nous le faisons ou que nous ne saurions le faire. Donc c'est aussi pour nous une zone d'apprentissage énorme et de réflexion, et qui nous permet de réfléchir aussi à notre propre avenir urbain. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. Il y a une corrélation intéressante que nous dira tout à l'heure monsieur Munoz entre l'équipement de base et puis la métropolisation et la richesse, la productivité. Enfin, voilà, c'est monsieur Zinzou qui va prendre la parole. Je vous ai gardé pour la fin, monsieur Zinzou, vous savez pourquoi? Quand je vous ai interviewé il y a 2 mois, à peu près, je vous ai posé une première question et je me suis amusé à regarder le temps qu'a duré la réponse. Ça a duré 7 minutes 14. Et là, il reste 8 minutes, donc vous avez tout le temps. Vous allez nous expliquer, parce que la numérisation, les équipements de base, tout ça, les coopérations internationales, c'est formidable, mais il faut financer tout ça. Justement, c'est votre spécialité. On vous écoute. Oui, merci pour cette introduction, monsieur Mignot. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à la ville de Paris. Vous avez dit en commençant qu'Africa France, donc la fondation qui a été créée entre les Africains et les Français en 2015, était un réseau social d'entreprises. En fait, c'est un peu plus précis, c'est tout à fait vrai. On veut que ce soit un réseau social d'entreprises. Et quand on a réuni à Paris en septembre, fin septembre, des entreprises, on en attendait 600, venus à peu près à part égale d'Afrique et de France, et on en a eu 1800. Donc on était un peu surpris parce qu'il y a un très grand appétit de rencontres, de partenariats, d'échanges, mais éventuellement de projets communs, d'investissements en commun. Mais c'est en fait un réseau d'agents décentralisés. C'est-à-dire que ça part de l'idée, il y a des entreprises et il y a les collectivités locales qui ont de plus en plus d'activités en réseau. Ce que disait Patrick tout à l'heure, il y a une métropolisation, elle est collective. Puisqu'on invente des mots, vous ne vous métropolisez pas tout seul. Vous métropolisez dans un réseau efficient d'échanges entre les grandes villes. Dans votre propre pays, dans votre propre continent, mais regardez, Madame Hidalgo réunit des maires francophones, puis elle invite des anglophones à rejoindre les francophones. Il y a le C40. Monsieur Gérard Collomb invite régulièrement les villes millionnaires de Chine. Il y en avait une poignée. Au bout de quelques années, il y en a 70. On ne se métropolise pas tout seul. Il y a quelque chose, il y a l'émergence de grands acteurs, et c'est vrai aussi de certaines autres collectivités territoriales, mais c'est vrai que les villes sont sur la ligne de front. Et enfin, je dirais, il y a les associations et les fondations, et toutes les initiatives de la société civile. Madame Diawara, elle a expliqué qu'est-ce que font les jeunes, et à bien des égards, ils prennent en main leur destin, que font les femmes. Et si vous voulez, l'idée, c'est de faire qu'on construise le développement à partir de tous ces agents qui souvent sont des acteurs fondamentaux, mais qui n'étaient pas invités à élaborer des politiques de développement et à agir ensemble. Alors c'est assez compliqué, mais dès que vous parlez à un maire, et c'était très frappant à Marrakech l'autre jour avec Madame Hidalgo et Monsieur Khalifa Sall,
Il vous explique quand même que ça se passe avec les habitants de façon inclusive, que toutes les idées de développement doivent être d'abord préparées avec la population, donc des associations représentatives, et donc c'est une construction qui est en coalition d'acteurs. C'est ça l'intuition derrière Africa France. Le souverain, tout à l'heure Patrick disait, il est un peu empesé, il est un peu loin du citoyen, et c'est pas forcément le bon niveau, l'État souverain. Écoutez, on partage cette vue qu'il faut désormais faire émerger des acteurs de proximité plus grande. Alors je voudrais vous dire 3 choses très simplement. Une des raisons de faire ça avec les villes, c'est que la démocratie en Afrique est plus réussie à l'échelle du terrain, à l'échelle des collectivités locales qu'à l'échelle nationale. En tout cas, elle va plus vite. Et donc c'est important parce qu'on a des acteurs légitimes, de plus en plus légitimes. Deuxièmement, il faut financer. Alors, les chiffres, c'est très amusant, les 90 000 milliards contrastent avec les 100 milliards. On ne parle pas tout à fait de la même chose, hein, on parle de 100 milliards par an d'aide publique. Dans notre cas, vous parlez de l'ensemble des investissements que vont faire tous les ménages, plus toutes les entreprises, plus tous les États, sur une période très longue. Enfin, mais comme disait Descartes, on peut se représenter un triangle, un polygone à quelques côtés, mais pas un kiliogone à 1000 côtés. Donc 90 000 milliards, c'est à la fois fait pour ouvrir une formidable perspective. Les enjeux de la transition sont vraiment formidables, ça va être des marchés gigantesques. Suez va encore décupler. Et en même temps, ça intimide un peu le raisonnement. Vous savez, le PIB du monde, c'est 70 000 milliards. Donc ce dont on est en train de parler, c'est d'un peu plus d'une année et demie de PIB du monde. Vous lissez ça sur 15 ans, si vous voulez, ça fait 10% du PIB du monde. Le monde investit en général, il y a des pays qui investissent plus, mais en moyenne entre 20 et 25%. Donc en réalité, c'est parfaitement... En réalité, c'est trivial. Hein. Ça va nous coûter très cher. Parce qu'effectivement, on va construire des maisons, on va construire qui seront autonomes en énergie, à énergie positive. Enfin, mais en réalité, c'est des investissements qu'on fait déjà dans le bâtiment, dans le résidentiel, etc. Donc, ne nous laissons pas intimider par les chiffres, mais vous avez raison, il y a une problématique de financement. Ça va avec le premier thème. À partir du moment où vous avez des autorités locales légitimes, elles peuvent être des acteurs du financement. Il se prépare une véritable émergence comme sujet complètement maître de lui-même pour les grandes villes, pour les collectivités territoriales, sur le plan financier. La mairie de Dakar prépare une émission obligataire avec une garantie qui, dans le projet, n'est pas une garantie d'État. Et c'est très très important parce que le tableau financier de l'Afrique, c'est que les États pourraient devenir surendettés dans quelques années, comme ils l'ont été il y a 15 ans. Mais en revanche, les agents privés ne le sont pas du tout et les collectivités territoriales pas du tout. Globalement, l'Afrique est financée 4 fois moins que les pays développés. 4 fois moins. C'est-à-dire 4 fois moins d'actifs financiers disponibles, capital et crédit, qu'il n'y en a dans un pays développé moyen. C'est assez important de se rappeler ça. Pourquoi ? Non pas que les États soient très faiblement endettés, mais les entreprises ne le sont pas et les collectivités territoriales ne le sont pas par rapport aux pays développés. C'est en train de venir à terme, c'est en train de s'arrêter, cette anomalie, et on va petit à petit rattraper. D'où cette espèce de transformation profonde des finances. Les villes sont plus que les régions ou les départements des sujets bien identifiés qui sont maintenant des débiteurs solvables. Dans le cas de Dakar, c'est l'USAID qui donne du confort aux investisseurs en étant garant en dernier ressort. On peut parfaitement avoir une excellente utilisation de l'aide publique en étant garant en dernier ressort de la ville de Tunis, de la ville de Dakar. On identifie bien le débiteur, on sait par le résultat des élections, la vie politique locale, s'il est légitime, s'il est compétent, et il a de grands besoins d'agir à long terme. Une obligation, on peut lui donner un terme, une maturité très longue. On peut même imaginer des obligations perpétuelles.
Si vous voulez, la ville de Paris est un grand acteur économique parce que la ville de Paris a pour budget le PIB de mon pays, le Bénin. Donc, si vous voulez, c'est un grand acteur économique. Donc, on comprend que c'est un sujet qui peut avoir des opérations en capital, en dette, aller sur les marchés mondiaux. Mais ça devient vrai de nos villes. Pour ça, il faut un plaidoyer permanent pour qu'elles aient une visibilité sur leurs ressources. On venait du Maroc, où on était ensemble, de la COP 22. Les villes ont leur fiscalité locale et une rétrocession du budget du royaume. Et une visibilité, et les régions, et elles ont une visibilité sur leurs ressources. C'est le cas en Afrique du Sud. C'est le cas dans un certain nombre de pays. Bon, en Afrique du Nord, c'est à peu près le cas. C'est très peu le cas en Afrique subsaharienne. Donc il faut leur donner une visibilité sur leurs ressources, après quoi elles peuvent lever des ressources à long terme pour les mettre en face des besoins à long terme. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe toute une panoplie. Il n'y a pas que les marchés obligataires, même si c'est très très important. Il y a les green bonds, c'est-à-dire au fond des types de levées de fonds liés à la transition énergétique pour lesquels il y a des investisseurs qui cherchent ce type de placement, parce que c'est dans leurs obligations réglementaires ou vis-à-vis de leurs épargnants, par exemple. Il y a des capacités de s'endetter vers des fonds d'impact développement, c'est-à-dire qui ajoutent à un critère financier des critères sociaux. Et ça, c'est un élément essentiel de l'inclusion. Je vous rembourserai plus ou moins, et j'aurai un taux plus ou moins élevé si j'ai saturé les conditions sociales. C'est-à-dire, si on a créé une usine de traitement des déchets, on a créé la généralisation du Wi-Fi dans la ville, et on peut dire, voilà le nombre d'usagers, et sur les déchets, voilà en quoi ça a amélioré la vie quotidienne des citoyens. Si j'ai saturé mes objectifs, vous m'avez prêté de l'argent à 6%, mais je le rembourserai à 3%. Ou vous m'avez prêté 100, mais je ne rembourserai que 80%. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impact financing. C'est parfaitement adapté à des collectivités territoriales. Et on pourrait penser qu'il n'y a pas de généreux mécènes pour faire ça. Si, il y a des investisseurs, fonds de pension, investisseurs souverains, qui ont dans leurs obligations de souscrire à ce type de financement. Bon, il y a la finance islamique qui est très recherchée en Afrique, qui est parfaitement adaptée à financer des villes parce que ce sont des actifs réels. Voilà. Donc vous avez beaucoup de moyens. Ces moyens ne sont pas utilisés, ils vont l'être. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Et je termine juste en vous disant, sur les réponses technologiques qui ont été plus éloquemment traitées, notamment par vous, Monsieur le Ministre, par Madame Diawara, et le Web Festival, je vous en félicite, c'est un élément de ça. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ça change tous nos modèles économiques, mais ça crée beaucoup plus d'opportunités que dans les pays développés. Vous voyez, quand on dit, grâce aux technologies, sur la mobilité, on va faire de grands progrès, si vous voulez, s'il y a des pays, je parle surtout de l'Afrique subsaharienne, où l'ubérisation ne va pas nous valoir de grève de taxi, c'est par exemple des pays comme le mien, parce qu'il n'y a pas de taxi. Ce qui simplifie, quand vous devez faire un saut technologique, vous ne déstabilisez pas un modèle existant. S'il y a des pays où le paiement par mobile ne désorganise rien dans la bancarisation, c'est bien les pays où il n'y a pas d'agence bancaire. Donc nous sommes protégés des effets secondaires de l'ubérisation par le fait que c'est avec l'ubérisation qu'on rentre dans des modèles économiques qui sont satisfaits par de très nombreux moyens partout ailleurs. Et je sais que M. le ministre est acteur, ainsi que Mehdi Ouaz, qui est au premier rang, d'un projet auquel je tiens beaucoup, de sommet des MOOC, c'est-à-dire le numérique en éducation pour l'Afrique. Et ce sommet, il va voir le jour avec, en réalité, énormément d'offreurs de services africains, pas seulement mondiaux. Et il évoquait rapidement, on va former des instituteurs. Mais vous vous rendez compte, on est en train au Bénin de recruter 12 000 instituteurs. Ça va doubler le nombre d'instituteurs. Mais vous voyez, physiquement et présentiellement, former 12 000 instituteurs, puis ensuite faire de la formation continue. Vous faites quoi? Vous faites
des centaines de réunions avec des centaines de personnes, on n'en a pas les moyens, c'est absurde, c'est pas efficace. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on a besoin de Suez assez vite, parce que nous n'avons pas l'électricité dans 70% des écoles. Et donc là, on va devoir mettre des systèmes, eux aussi décentralisés, où là encore les villes et les collectivités territoriales vont être très importantes. C'est des modèles locaux, des smart grids. Vous allez passer du néolithique au numérique, vous voyez, à peu près comme type d'évolution. Voilà. Et donc, vous allez effectivement pouvoir former les gens, enfin, dès que vous aurez mis quand même l'électricité dans l'école. Si vous voulez. Les réponses technologiques changent profondément nos modèles, mais dites-vous bien qu'on part parfois de rien. Et si vous voulez, quand j'étais étudiant, c'était surtout le rien qui l'emportait. C'est-à-dire, on n'a rien, on n'aura rien, on est dans les goulots d'étranglement. Puis on se voyait physiquement étranglé. Et dans la génération d'aujourd'hui, chez les entrepreneurs et les jeunes de Madame Diawara, on n'a rien et ils vous disent c'est une chance formidable parce que maintenant on va avoir ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, ça c'est une transformation qui me semble importante. Et je crois que les villes font partie de « je viens de nulle part » et tout d'un coup je deviens une métropole du XXIe siècle. Merci, Monsieur Zinzou. Alors, on va clore. Pardon pour les participants, parce que moi, souvent, je suis à votre place. J'aime poser des questions, mais j'ai un message en rouge, là, il faut arrêter. Monsieur Zinzou, merci pour nous avoir éclairé sur ces points, quand même, enfin, c'est de l'optimisme en action. Comment les villes vont pouvoir se financer, c'est formidable. On a débordé, mais je pense que tout le monde est content de vous avoir écouté, ainsi bien sûr que tous nos autres éminents orateurs. Je leur demande pardon de ne pas leur redonner la parole comme c'était prévu, mais tout le monde a un peu débordé, donc voilà, on est en retard, il faut s'arrêter là. Merci à tous et à la prochaine fois.